Je vais saisir évidemment l'opportunité de remercier Monsieur le maire, Jean-Paul Ferreira, de la commune d'Awala-Yalimapo, et toute son équipe qui effectivement nous a accueillis et qui, depuis plus d'un mois, a travaillé à ce que nous puissions effectivement recevoir le public autour de cette deuxième édition. Comme le veut aussi, j'ai envie de dire, la tradition, voilà, en Guyane, je vais appeler le chef Thérèse pour qu'il vienne nous dire quelques mots. Merci. Chers compatriotes, on peut essayer de parler en créole guyanais. Au cas où déjà bienvenue à Awala-Yalimapo, pour ça qui fait des grands déplacements pour arriver jusqu'ici. C'est que nous sommes très touchés par ça. Là pour moment important pour nous, que ça va rassemblement fait à Awala-Yalimapo. La particularité, c'est que nous, Guyanais, nous allons en faire voir pour sa combat qui a intéressé nous pour demain, que nous savons comment nous gérer nos pays. Ça a monté les autres et puis nous avons déjà passé une bonne journée et puis bon travail. Merci. Bon, c'est ça, permanent Guyanais. Elise Benson, qui fait partie donc des membres fondateurs. Nous sommes tous heureux d'être ici à Awala-Yalimapo. Parce que Awala-Yalimapo, c'est pas seulement une petite commune, mais c'est une représentation d'une certaine partie de l'Ouest du Guyanais. Car dans l'Ouest du Guyanais, on parle beaucoup de la vie de Guyane. On parle beaucoup de nos projets grandioses, mais on oublie la population fondamentale, cette population qui constitue le sel de cette terre, de la grammaire indienne et la bouche d'Inde. Ça nous l'a pour un an, dans le prière pour un an. À part descendre, à rassembler. Pendant trop longtemps, il est devenu une dimension. Maintenant, tout le temps, il a réussi à nous comprendre. Le royaume utilisé contre lui-même ne peut aboutir à aucune victoire et à un grand progrès. Pendant que nous cessions d'être ce royaume, ce peuple utilisé comme Dieu. Et ça, personne d'autre ne peut faire pour nous. Aucun étranger, aucune puissance impériale, même pas Dieu pour rendre la vie pour les royaumes, ça appartient à notre travail sur terre. Et donc, aujourd'hui, à Awala-Yalimapo, nous retrouvons Marie, liée, attachée, pour la première fois, c'est la loi des actes, et je la connais, et la communauté a mené
connaissances, afin justement d'étudier notre possible commun. Et ce qui rend cette réunion d'autant plus importante à nos yeux, c'est que les populations de dimension récente se sont manifestées, certaines par Fax, d'autres de soutien, et d'autres sont présents à travers des individus. Ceci est important, car cela veut dire que l'histoire nous a permis d'inspirer un jour et une conscience collective. Car aucune survie n'est possible pour aucun peuple, aucune nation sans la mémoire collective. Cette mémoire collective, elle nous appartient de la mettre en évidence, de la défendre et de lui donner la place qu'elle mérite. Je ne serai pas toujours parce que monsieur a la droite de aussi là. Monsieur papa de vous. Je vais donc m'arrêter rapidement pour conclure en disant de bien là dans nos institutions que jusqu'à aujourd'hui, les historiens ou ceux de notre locale ont rêvé l'histoire de la vie. Et aujourd'hui, 17 décembre 2007, l'histoire de la vie commence. Et elle commence dans toute notre conscience, dans toute la paix du désordre, quelles que soient les échecs que nous aurons pas rencontrés. Tant que nous serons unis, rien de personne ne pourra nous empêcher de nous unir. Ça, c'est une action concrète. L'année prochaine, en 2006, nous avons un projet un peu plus ambitieux à partir de la restitution écrite. Ce sera de la diffuser de la manière vraiment la plus large possible, voire de l'étiqueter sous forme donc, de livret. Et si pourquoi pas, finalement, les textes sont denses, sous forme de livre, tout simplement, qu'on mettra donc à disposition de tous les citoyens guyanais. Voilà une action, voilà à quoi ça peut servir notre Europe, à part effectivement d'échanger ou de discuter entre nous. Mais au-delà, ça sert quand même à une chose qui est fondamentale, c'est pour chacun d'entre nous de se voir, de sortir de Gaillet, comme ça a été le cas aujourd'hui pour certains, ou sortir de Saint-Laurent, ou d'ailleurs, et de venir à Ouaraya-Dimapou. Ça sert à ça. Quand à certaines périodes, on sait le faire sans aucun problème pour aller effectivement voir un festival, des concerts de rue. Cette procédure est en fait, je vais rapidement vous indiquer que dans la pochette qui vous a été remise, vous avez un certain nombre de documents, le plan du site, je vais dire des sites, puisque pour parler des ateliers rapidement, les ateliers se feront pour deux d'entre eux à l'étage de la mairie, dans une autre salle au fond, donc ici. Pour le troisième atelier, il se fera à l'école élémentaire à Yamanaï, à 200 mètres, 300 mètres. Pour le quatrième, à la médiathèque. Vous trouverez aussi une liste de restaurateurs et d'hébergeurs pour vous faciliter un peu les choses. Il y a les numéros de téléphone, quelques tarifs indicatifs. Et puis, vous trouverez le programme. Je reviendrai à la fin de la séance sur le programme plus précisément, notamment sur la soirée culturelle qui va nous intéresser plus tard, afin de faire une communication autour du thème général, qui, je le rappelle, est une terre des hommes. Jean-Michel Aucoin. Est-ce que ça vous dérange que Jean-Michel Aucoin, qui a priori est fatigué, ou fasse la communication de ici? Ça ne dérange personne, donc il n'y a pas de problème. Je n'ai pas compris. Vous voulez ouvrir? Non, le forum a été ouvert par M. Singleton. Alors, je vous explique, il n'y a pas de protocole au forum.
Tous les lundis soirs à 18h30, je vais dire, le comité d'organisation pour les membres du forum inscrits se réunissent et il n'y a jamais eu de protocole. Il y a difficilement un ordre du jour et c'est une liberté, pas anarchie, mais il y a quand même un sentiment de liberté qui fait qu'on va retranscrire quand même cette façon de fonctionner sans protocole. Le forum ayant été ouvert par les personnes, les débats sont ouverts. Bien vu. Le contrôle de la terre est l'objet de ce programme. Le contrôle de la terre a toujours été une préoccupation pour la France, puisque depuis 1898, par un décret, l'État s'est proclamé propriétaire de la quasi-totalité des terres de Guyane. Par la suite, le décret de Ligny a aussi montré cette continuité dans la démarche sur le contrôle de la terre. Et aujourd'hui, plus récemment encore, la démarche qui est suivie par rapport au parc du Sud montre cette volonté de contrôler le territoire. Le contrôle de la terre, pour l'État, doit se faire pour deux raisons principales. La première, c'est pour pouvoir maîtriser, pour pouvoir maîtriser la circulation. La circulation des populations sur les territoires et de pouvoir limiter les possibilités de conquête d'espaces convoités. Je dis bien espaces convoités. Puisque, en fait, la seconde raison, c'est que le contrôle des ressources dans la situation monnaie, c'est un des objectifs principaux de l'État français en Guyane dans le cadre du système imposé depuis les siècles. Ce qui veut dire, c'est que la Guyane détient des richesses extrêmement importantes, de plusieurs ordres. Donc des richesses qui sont exploitées et qui feront l'objet d'une exploitation par la suite, puisque l'État français a toujours eu une analyse complètement, par rapport à l'avenir, complètement différente de notre analyse en général qui se limite par rapport à nos préoccupations quotidiennes. Les ressources connues comme l'or, le contrôle du territoire est un moyen de contrôler l'or. La situation actuelle par rapport à une richesse comme l'or, c'est que il y a depuis quelques années un transfert de cette richesse au profit d'intérêts différents, d'intérêts liés aux multinationales. Cette situation n'est pas anodine quand on sait que l'or a contribué à l'enrichissement des Guyanais, a contribué notamment à la création de la Banque de la Guyane, a contribué au développement d'une petite
d'une activité comme la bijouterie traditionnelle qui, jusqu'à maintenant, montre sa permanence dans le savoir-faire du Guyanais. Et puis, surtout, qui permet encore de permettre une certaine accumulation du capital humain du Guyanais. Le contrôle de ces richesses par le biais de multinationales permet, en tout cas, à l'État français de s'approprier la plus grande part des bénéfices de ces exploitations à notre profit. Alors, puisque les contrats qui sont passés avec les multinationales permettent, par le fait qu'ils sont passés directement par le ministère de l'Industrie, par l'État français, permettent à l'État français de percevoir le royalties, mais aussi à négocier au niveau bilatéral entre les États concernés un certain nombre de retours dont les Guyanais ne voient pas un minimum de son retour. L'arrivée récente d'Arman nous permet de voir que c'est également dans le même sens que va se faire l'appropriation de cette ressource par cette multinationale, puisqu'on sait d'ores et déjà qu'il y a eu un accord qui a été signé entre le gouvernement et la multinationale concernée et qui prévoit évidemment des royalties pour l'État français, alors que les Guyanais, les collectivités notamment, ne vont percevoir absolument rien en tant que retour direct par rapport à l'exploitation de cette ressource. La population elle-même va probablement subir les conséquences de cette exploitation, puisqu'on sait que c'est une exploitation qui ne se fera pas sans conséquences. Ces richesses sont parmi les plus en vue, mais d'autres richesses permettent de croire que cette politique, cette tendance va continuer, va se poursuivre, puisqu'on sait que la Guyane, en particulier par rapport à l'eau, est un des pays qui détient des ressources très importantes. On sait que la France également possède des multinationales qui sont parmi les plus compétitives sur le contrôle de l'eau. Récemment encore, en Bolivie, la Lionel Benzo a été expulsée de Bolivie par rapport aux luttes des populations, alors qu'elle avait pris le contrôle d'une des réserves les plus importantes en eau de la Bolivie et qu'elle avait signé un contrat avec l'État bolivien sur le contrôle de cette eau. On sait que l'eau, c'est aussi une des richesses qui sera, l'une des circulations qui sera la plus intéressante dans quelques temps. On sait que l'eau la distribution de l'eau va se faire à peu près dans quelques années de la même manière que le pétrole. Il y aura probablement des pipelines, des types de pipelines qui vont acheminer l'eau dans des zones sans eau. On observe depuis quelques temps également le système de containerisation de l'eau. Donc l'eau maintenant, il y a une valorisation qui fait que l'eau maintenant n'est plus accessible directement depuis quelques temps. L'accès se fait par l'intermédiaire d'un distributeur qui conditionne cette eau. Donc l'eau est donc un des enjeux majeurs qui va faire que la Guyane n'aura plus dans quelque temps le contrôle de cette eau qui est présente de façon importante dans notre pays. Je parlerai de d'autres richesses qui sont encore présentes mais qui ne sont pas en voie d'exploitation pour le moment, s'agissant des richesses minières, mais il faudra aussi parler de toutes les richesses qui nous viennent de la forêt aussi, les richesses qui nous viennent de la forêt, qui sont déjà en voie d'exploitation. Alors que
alors que dans le monde, et en particulier en Amérique latine, les États se préoccupent du contrôle de ces richesses. Pratiquement tous les États amazoniens ont pris des dispositions particulières pour que ces richesses n'échappent pas au contrôle des populations et de l'État concerné. En Guyane, on observe qu'il n'y a aucune législation appropriée, aucune mesure appropriée pour permettre le contrôle de ces richesses, alors qu'on prévoit tout simplement de fermer le territoire pour la protection. Mais il n'existe jusqu'à maintenant aucune disposition particulière pour permettre le contrôle de ces richesses. Au contraire, très récemment, on a vu entrer un invité particulier, un invité qui est la société cosmétique Vallée, qui est venue, qui est une société spécialisée dans la cosmétique, qui est venue, qui a eu des discussions ici très larges et qui est venue avec l'aval du gouvernement pour travailler à l'intérieur de la forêt pour s'approprier les richesses que recèle cette forêt. Avant Cosmétique Vallée, bien sûr, il y avait d'autres sociétés, il y en a encore d'autres, puisqu'on sait que, par exemple, le Carapa a été breveté par Yves Rocher, et un certain nombre de multinationales, par l'intermédiaire de la Guyane, arrivent à isoler les molécules qui sont brevetées sans même que les Guyanais le sachent et un retour quelconque sur les bénéfices que tirent ces sociétés. Autre chose, puisque par rapport à ces richesses, d'autres richesses sont également pillées. Ce sont des richesses qui sont liées au patrimoine guyanais, que j'appellerais le patrimoine culturel guyanais. Ces richesses, ce sont des richesses qui sont liées qui sont liées directement à la démarche d'appropriation des connaissances qui permettent d'identifier les plantes qui peuvent intéresser les chercheurs en premier lieu et les sociétés multinationales. Ces connaissances sont pillées ouvertement, sans difficulté, puisqu'il n'y a aucune loi appropriée pour protéger ces connaissances, et surtout pour permettre des retours pour la population, les gens qui donnent des informations en premier lieu, et les populations qui, normalement, qui devraient être naturellement les détenteurs de la propriété sur ces plantes qui sont issues des zones où ils vivent. Avec ces connaissances, on peut parler également du patrimoine, puisque récemment encore, je vais citer deux exemples. Récemment encore, on a découvert un site archéologique d'une grande importance dans la région de Mananouri. Ce n'est pas le premier site archéologique découvert en Guyane, mais la question même de l'appropriation de ce site n'est pas posée, puisqu'on sait qu'un site archéologique a une valeur importante, puisque ça permet en tout cas d'enrichir le musée, d'enrichir un certain nombre de gens. Et ces découvertes archéologiques n'appellent aucun retour pour les populations. On pourrait imaginer, par exemple, par rapport à ce site, on pourrait imaginer la création d'un musée amérindien en Guyane qui permettrait d'exposer ces vestiges de la culture amérindienne, de l'histoire amérindienne, et les populations en seront directement les bénéficiaires, puisque les gens qui visiteront ce musée amèneront un retour direct aux populations. Or, c'est
ces vestiges sont exportés. La plupart du temps, ils vont en direction vers les musées, ils vont ailleurs. Et nous, les Guyanais, on n'en tire aucun bénéfice. Autre aspect, autre exemple, et là c'est du domaine même du pervers. Très récemment, il y a quelques jours, je découvrais dans France Guyane un article relatif à un travail qui était fait à partir de l'art timbé par deux associations. Là, il s'agit d'appropriation directe d'un élément de la culture bouchingué, même de dévalorisation de cet élément, puisque bon, l'art timbé, c'est quand même propre à la culture amérindienne. Or, l'association qui travaille, soi-disant, qui opère par rapport à cet art, n'est pas du tout détenteur de connaissances liées à cet art. Donc, c'est un exemple même, hein, mais de la dévalorisation. Mais il y a aussi des multitudes d'exemples de l'appropriation de nombreux ouvrages, des travaux, il existe même des plasticiens qui travaillent, qui se sont appropriés l'art timbé à l'extérieur et qui travaillent à partir de l'art timbé sans qu'il n'y ait aucun retour pour les populations concernées. Et tout ça, c'est valable aussi pour la culture amérindienne. Je vais aussi parler du reste de la population, puisque il y a quelques années, on a vu naître le tololo. Le tololo qui est tout simplement un élément de dévalorisation de ce qui fait partie du patrimoine même de ce qu'on appelle les Afro-Guyanais. Donc, le touloulou, c'est un mot, c'est un élément de la culture de ce groupe, de cette société, de cette partie de la société guyanaise, mais le fait d'inventer un élément nouveau par rapport au touloulou permet en fait de dévaloriser ce qui est un élément de notre culture. Mais c'est lié aussi à cette appropriation incontrôlée qui se fait de façon systématique sur les éléments de la culture guyanaise. Alors, j'ai un peu listé les différentes richesses, par exemple, qui faisaient l'objet de pillage ou bien même de dévalorisation par rapport au fait qu'il n'y avait pas de protection. Alors, on me dit qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais je vais essayer d'aller un peu plus vite pour le reste. Mais tout cela se fait volontairement, puisque bon, on sait que d'une part, le contrôle du territoire, l'ouverture du territoire à un certain nombre d'organismes habilités, c'est-à-dire en Guyane, on a énormément de centres de recherche, et les centres de recherche, disons, ont fait un travail en amont très important qui permet notamment l'appropriation des richesses biologiques et des richesses notamment liées au patrimoine culturel. Donc c'est extrêmement important de cadrer cet aspect. Et ce pillage organisé se fait en infraction même au droit international, puisque le droit international prévoit un certain nombre de dispositifs de protection, prévoit des dispositifs de protection. En tout cas, il y a des conventions internationales, je citerai entre autres la Convention de l'OIT, la Convention sur la biodiversité, où la France est signataire à Rio, qui en tout cas qui a un certain nombre de paragraphes qui exigent qu'il y ait des mesures, que l'État prenne des mesures pour permettre de protéger ces richesses des populations, des sociétés, en tout cas des peuples traditionnels, ce que j'appellerais les peuples traditionnels. Et la France, en Guyane, en tout cas, ne fait pas de nécessaire pour satisfaire à ces exigences, puisque la France est signataire, en tout cas, de ces conventions
internationale. La convention de l'OIT est encore plus exigeante puisqu'elle porte sur la reconnaissance des peuples, des entités. C'est une exigence et à partir de cette exigence, elle demande que ces populations soient bénéficiaires de retour direct sur ces ressources, sur ces richesses. Ce qui est important de dire aussi, c'est que la dépossession des Guyanais de ces richesses, les pillages, notamment les richesses liées à la biodiversité et les richesses liées à l'appropriation des connaissances culturelles des populations, pose un problème même au niveau du droit international, au niveau de l'ensemble, en tout cas au niveau de l'ensemble des pays amazoniens, puisque si on considère le fait, par exemple, que certaines plantes qui existent en Guyane sont rejetées ici, alors que de l'autre côté, les mêmes plantes existent et il y a une législation appropriée, on voit bien que la Guyane, en fait, c'est un territoire de libre accès qui permet de voler un peu toute l'Amazonie. Deuxième aspect aussi pervers de cette situation, c'est que sur les connaissances des sociétés traditionnelles, on sait bien que au niveau des Amérindiens en particulier, les connaissances culturelles, en tout cas le savoir culturel amérindien, a une certaine continuité au niveau des pays voisins. Je parlerai en premier lieu des Surinamiens et du Suriname et du Brésil, puisque par exemple, le Palicourt, on trouve évoqué. Donc, certains éléments de la culture amérindienne qui sont appropriés ici par l'État français portent préjudice également aux Palicours qui sont, ou bien des Amérindiens qui sont de l'autre côté de la frontière. Donc il s'agit bien de tout un peuple qui est privé de ses droits, de ses ressources, par le fait que ici, les exigences minimales quant au contrôle et à la protection des ressources, des connaissances traditionnelles et de la culture des peuples de Guyane, porte donc préjudice à l'ensemble de l'Amazonie. Juste pour terminer, sur ce problème, il faut aussi rajouter que la question de la terre, deux problèmes se posent par rapport à cette situation. La question de la terre, où on sait que dans toute l'Amérique latine, la question de la propriété collective de la terre n'est pas reconnue en Guyane, et alors que dans tous les pays, dans un pays comme le Brésil, la loi prévoit des dispositions pour que les Amérindiens et les peuples quilombo accèdent à la terre, en tout cas à leur terre d'origine, de même qu'au Venezuela. Le Venezuela, par exemple, traite dans le paragraphe 8 de sa constitution des Amérindiens en particulier. Donc, et dans ce paragraphe, il traite de façon très complète de l'appropriation des ressources, en tout cas de l'obligation aussi de retour sur l'exploitation de toutes ressources qui seraient prélevées sur les terres amérindiennes ou qui seraient liées à la culture amérindienne. Ces mêmes dispositions existent au Brésil. Et en plus, au niveau du Brésil, il y a une législation qui se développe de façon encore plus avancée, puisqu'elle a des implications importantes sur l'activité même des chercheurs qui ont des exigences très précises. Ils ont obligation de signer un protocole, et un protocole où il y a une traçabilité, donc on peut passer toute l'activité qui sera faite sur le territoire concerné, et d'octroyer des retours directs dans le cadre contractuel. Et pour terminer, je dirais que nous,
par rapport à cette situation, il serait nécessaire qu'en Guyane, qu'on commence à s'organiser pour prendre en compte ce problème, puisque depuis quelque temps, il commence à y avoir un certain nombre de discussions avec les pays voisins et on se dirige en tout cas vers la création éventuelle d'une ONG internationale qui risque dans quelque temps d'ester en justice si c'est nécessaire pour pouvoir permettre d'arrêter ce pillage qui est institutionnel, puisque ce pillage est favorisé du fait que la reconnaissance même des peuples qui existent en Guyane n'est pas pris en compte par la Constitution française. Et à partir du moment que les peuples de Guyane n'existent pas dans la Constitution, ils n'ont aucun droit. Donc c'était ma conclusion. Merci. Voilà, les gens. On puisse être ici avec vous pour parler d'un bien qui nous est cher, d'un patrimoine qui est la terre. Donc, comme moi, les capitaines qui sont présents, ils ne sont pas en grand nombre, mais ceux qui sont ici, ils représentent tous ceux qui ne sont pas là. Donc, la terre, c'est pour nous un patrimoine, c'est notre richesse, et nous vivons de la terre, et c'est la terre qui nous fait vivre. D'ailleurs, le peuple Pouchinégué travaille la terre, et c'est au moyen de la terre qu'ils arrivent à vivre. C'est la terre qui leur permet de se nourrir. Donc, pour être ici et assembler nos idées pour discuter à propos d'un bien qui nous est cher, nous est un grand plaisir. Et nous espérons que le fait de rassembler nos idées et de pouvoir chercher des moyens à trouver des solutions à nos problèmes et les trouver serait un plaisir, et nous y ferons tous les moyens. Nous apporterons nos idées, tout ce qui pourrait aboutir à des solutions. En fait, nous ferons tout, et nous sommes ici fiers d'être sur la terre de la Guyane, vivre pour la terre et vivre de la terre. Merci beaucoup. D'accord. Alors, on va accueillir cette fois Jean Beaumont, si j'en ai pas encore prêt. Alors, Alfredo Wagner, qui nous vient donc, je le rappelle, du Brésil, de la région de Belém plus particulièrement. Enfin, si je me trompe, vous me le dites. Enfin, Alfredo Wagner. Et mon travail de terrain, c'est dans l'Amazonie, où je travaille avec, nous appelons Quilombo. Quilombo, c'est la même chose, j'imagine, et marron en français, la marronnage. Et au Brésil, dans ce moment, les mots Quilombo comprennent toutes les situations des anciens esclaves et non récit la terre depuis de l'abolition de l'esclavage. Au Brésil, l'abolition de l'esclavage, c'est 1888. Et les anciens esclaves ont droit à la terre. Un siècle depuis l'abolition, 1988, la Constitution, pour la première fois, fait la reconnaissance des droits à la terre pour les familles et des saints des anciens Quilombo.
Mais il y a un problème dans cette disposition juridique. En premier lieu, les législateurs et les politiciens imaginent que les quilombes au Brésil sont un numéro de situation très réduit. Et dans la vérité, la situation, c'est différent. Le Brésil, il y a 850 millions d'hectares. Aujourd'hui, les quilombolas, Bushmills et du Marron, demandent 40 millions d'hectares. Comprenez-vous? Presque 5%. Et c'est une surprise par les législateurs, c'est une surprise par les législateurs, parce que les législateurs n'imaginent pas la dimension des terres des kilomètres. Tous les temps, ils imaginent que sont cette situation historique. Et les quilombos, c'est une situation dépassée de l'histoire. Mais ce n'est pas vrai. Par nous, les quilombos, c'est une situation libéralisante et c'est une situation de conflits de guerre comme les autres dans la société brésilienne. Et nous avons un problème avec la Constitution de 1988. Parce que les Amérindiens, ils demandent aujourd'hui au Brésil 110 millions d'hectares, 12% de la surface du pays. Les Amérindiens, mais les quilombos, sont presque 20% de la surface. Ils demandent. Et après la Constitution de 1988, et 7 ans depuis, ils organisaient la première coordination nationale des quilombos. Aujourd'hui, nous tenons une coordination nationale de toutes les situations des Bushmills, de toutes les situations des Marrons, de toutes les situations. Il y a une coordination nationale, et c'est la CONAC. Cette organisation nationale, elle est une action contre les gouvernements. Par exemple, je suis un expertise, je suis un anthropologue, expertise dans les processus judiciaires. Aujourd'hui, je travaille dans la défense des quilombos d'Alcantara, de la base spatiale d'Alcantara. C'est la même chose pour vous ici, qui elles ont installé en 1990, 81, et ont expulsé 312 familles et affecté 12 000 personnes. Aujourd'hui, il y a une action dans les tribunaux spéciaux de l'Organisation de l'État américaine. Il y a autre action dans l'Organisation des Nations Unies à Genève contre les gouvernements brésiliens pour expulser les quilombos, pour expulser les Marrons de la terre. Et je suis l'expertise, j'ai fait les relatoires, j'ai fait les rapports contre les gouvernements brésiliens. Et le problème au Brésil est que les Amérindiens, ils ne sont pas propriétaires de la terre. La terre, c'est de l'État. Ils usent la terre, les droits des us. Oui, pardon. Et les Marrons, c'est différent. Les Marrons, les quilombos, ils ont les droits de propriété. C'est un droit définitif. Il y a deux formes de droits par les ethnies au Brésil.
les quilombos, c'est la propriété définitive de la terre. C'est l'article 68 de la Constitution de 1988. Mais il y a un problème, parce qu'ils sont les propriétaires définitifs de la terre. Mais c'est la communauté qui est la propriétaire. Ce n'est pas un individu. C'est la communauté. Ce sont tous les quilombos, tous les marrons qui sont propriétaires de la terre. Ce n'est pas individuel. Dites que ce n'est pas individuel. Si le titre n'est pas individuel, la terre est interdite d'acheter ou de vendre. Ce n'est pas possible de vendre la terre. Dans l'autre côté, sont terres dehors du marché de terre. Dehors du marché de terre. Ce sont terres qui ne sont pas marchandises, qui ne sont pas objets d'action d'acheter et de vendre. Et c'est un obstacle par les grandes entreprises qui font le commerce de terre. Parce que ce n'est pas possible qu'un pays comme le Brésil, com 20%, c'est dehors du marché de terre, dans un moment très grave, et c'est le moment actuel, où les prix généraux de tous les commodities, de tous les prix de tous les produits qui sont commercés par les grandes entreprises, ils élèvent son prix. Par exemple, le soja, les papiers cellulose, les grandes entreprises minières, par exemple le fer, les prix de fer, les prix des bauxites, les prix de tous les produits. Dans ce moment, les prix c'est en élévation. Et l'élevage aussi, de la viande. Et il a besoin de terre, de nouvelles terres. Par une compréhension plus exacte, l'année dernière au Brésil, les grandes entreprises font la déforestation de 26 000 km² dans un an. Parce que tous les prix des commodities dans les marchés internationaux, c'est très haut dans ces moments. Et ils ont besoin de nouvelles terres. Mais ce n'est pas possible. Parce que les Indiens ne vendent la terre. Les quilombos et les Bichonais et les autres ne vendent la terre. C'est interdit. Oui, il y a un conflit très fort. Il y a un conflit très fort dans ces moments. Et il y a un conflit dans les judiciaires. Nous appelons la judicialisation des conflits. Parce que toutes les situations dans les judiciaires, c'est compliqué. Un parti politique, le parti du Front libéral, pour la première fois, entrer avec une action pour non reconnaître les droits ethniques des quilombos, des marrons. Ce n'est pas possible de reconnaître ces droits. Les reconnaissances de ces droits, c'est un obstacle au développement des pays. Il dit. Et nous sommes dans une bataille, dans un combat dans les judiciaires, tout le temps. Sont documents, rapports, tout le temps il y a une polémique dans les judiciaires. Dans Alcantara, c'est la même chose. Dans ce moment, la science est dans la 7e justice fédérale à São Luís de Maranhão, où est la base spatiale. Et tout le temps, il y a des problèmes avec les militaires. Parce que les militaires, ils ont une conception géopolitique de le monde. Ils ne reconnaissent pas, ils ne reconnaissent pas les droits des quilombos, les droits des marrons. C'est impossible par ils reconnaître ces droits. Ces droits, ils ont dit aussi la même chose. C'est un obstacle à le développement. Comme si les droits ethniques, c'est la représentation des retards. Et toute la manifestation de ces grandes entreprises
de l'entreprise aérospatiale, c'est le futur, c'est le monde des futurs. Ils ont déclassifié toutes les prétentions des droits ethniques dans ce moment. Mais c'est un politique dans les judiciaires. Hein. C'est une chose très, très compliquée dans les judiciaires. Et des côtés des Quilombo, il y a la Constitution, il y a aussi une convention de l'Organisation internationale du travail, que c'est la convention numéro 169. Cette convention, le Brésil est signataire de cette convention fait 2 ans. Et cette convention dit suivant. Et c'est important, c'est un essentiel de reconnaissance des droits ethniques sur la terre. Ils ont appelé des terres traditionnellement occupées. C'est l'expression de la convention de l'Organisation internationale du travail. Ils ont dit aussi, parce que dans ce moment, beaucoup de gens disent, mais au Brésil, il y a beaucoup de noirs dans la campagne. Ce n'est pas possible que tous soient marrons. Les marrons ne sont pas tous. Mais non, mais la convention dit suivant. Aujourd'hui, un peuple s'y constitue que il dit c'est le mouvement de auto-identification. Ce n'est pas comme dans la société coloniale, si les colonisateurs disent qui sont les marrons, qui sont les Indiens, Amérindiens, il n'existe pas cette classification. C'est une classification de société coloniale. Aujourd'hui, dans les lois de l'Organisation internationale du travail et de la reconnaissance de l'Organisation des Nations Unies, la reconnaissance est le peuple dit son identité politique. La construction de l'identité politique, c'est une construction des propres peuples. C'est les gens qui disent nous sommes marrons, nous sommes bouches. Ce sont les autres qui disent qui sont les bouches, qui sont les Quilombo. Hein? Ce problème c'est très grave parce qu'il y a beaucoup de demandes dans l'État qui ne sont pas, qu'ils ne reconnaissent pas. Parce qu'ils ont dit non, ils ne sont pas Quilombo, ils ne sont pas amérindiens. Mais c'est très compliqué aussi. Parce que imaginez-vous un Amérindien qui ne parle pas la langue indigène. Il n'avait pas les physionomies des indigènes. Il y a au Brésil Quilombo qui sont des blondes, les yeux bleus, oui, mais ils disent qu'ils sont Quilombo. Et ils sont parce qu'il y a un mélange dans la société, que c'est impossible dans ces moments. Nous faisons le DNA de quelqu'un pour faire une épuration ethnique. Ce n'est pas possible une épuration ethnique. Mais il y a quelques juges qui exigent qu'il fasse le DNA. Comprenez-vous? C'est une situation, il y a un nouveau racisme. Nous faisons une lutte dans ce moment contre un nouveau racisme. Il y a une nouvelle forme de racisme dans ce moment. Un nouveau racisme. Et c'est le racisme qui dit que tu n'es pas Quilombo, tu n'es pas amérindien. Il n'a pas de comprovation, il n'a pas de document qui assure que vous êtes un Quilombo. Mais nous allons commencer cette séance d'ouverture pour la deuxième édition du Forum social permanent guyanais. Je vais demander à M. le maire d'avoir la Monaco de venir au micro pour le mot d'accueil, le mot de bienvenue.
bienvenue à Awalagalimapo. Nous sommes aujourd'hui réunis dans le cadre de ce deuxième forum social de la Guyane. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons ici, sachant que pour nous, au niveau d'Awalagalimapo, c'est tout un symbole, l'accueil de ce forum actuellement ici, dans la mesure où Awalagalimapo, depuis quelques décennies, est extrêmement sensible aux questions de terre, qui est notre sujet de discussion de ces jours. Et en quelques mots, je voudrais juste rappeler un certain nombre de choses par rapport à ce thème et par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui. Je veux dire que, de façon générale, la population d'Awalagalimapo se trouve en relation particulière avec cette terre, comme beaucoup de communautés d'ailleurs de l'ensemble de la Guyane, et qu'à ce titre, elle doit et elle veut partager un certain nombre d'expériences que vous pouvez avoir dans vos différentes communautés, dans vos différentes localités de vie, et de manière à ce que ces échanges puissent permettre d'arriver à ce que l'on a appelé dans certaines discussions un peu complaisantes peut-être un socle commun de discussion, et par là même arriver à trouver un discours commun entre l'ensemble des Guyanais, de manière à ce que nous puissions apporter des réponses concrètes, en tout cas formuler des demandes concrètes, notamment à l'État, qui reste notre partenaire privilégié, on dira ça comme ça, sur ces questions. Donc il y a lieu, à mon avis, dans le cadre de la discussion que nous aurons aujourd'hui, de trouver ce consensus entre nous, de manière à pouvoir dégager des solutions, en tout cas de perspectives de réflexion, de manière à ce que nous soyons le plus unis possible autour de ce thème. Et que vous savez, tout comme moi, que la division sur ce genre de thème peut mener à des confrontations, entre guillemets, pas forcément heureuses pour la Guyane. Et il s'agit aujourd'hui, en tout cas, pour la petite municipale que je représente ici, de se relever ce défi ici à Awalagalimapo, de rassembler un certain nombre de personnes intéressées par ce thème, de rassembler un certain nombre de représentants de différentes localités de Guyane, de manière à ce que ce thème de la terre puisse nous unifier et que demain nous puissions voir l'avenir de la Guyane, en tout cas, dans une autre perspective que ce que l'on a au jour d'aujourd'hui. Merci.